Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler trail US et j'ai envie dans cette vidéo de vous parler des grandes tendances du trail US, de 10 courses qui font le trail US, qui l'expliquent et qui expliquent ce que nous, on va vivre en Europe dans les années à venir. Mais avant de commencer par les courses, c'est important de commencer par les hommes qui façonnent le trail aux États-Unis. Et quand je parle des hommes qui façonnent le trail, je te parle pas des coureurs, je te parle de 3 personnes, 3 organisateurs. Est-ce que tu connais Jamil Khoury, Dylan Bowman et Tim Tollefson? Ces 3 mecs-là façonnent le trail US tel qu'on le connaît aujourd'hui, tel qu'on le connaîtra demain, chacun à leur manière. Et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. À la fin de cette vidéo, tu sauras quelles courses suivre cette saison pour mieux comprendre le trail, quelles sont les courses mythiques, quelles sont les courses à surveiller. Et reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que comme je le disais, on va voir comment le trail US de 2026 va influencer le trail européen de 2027, 2028, 2029, etc., etc. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, je m'appelle Cédric, j'ai 37 ans, je pratique le trail et l'ultra trail depuis un peu plus de 10 ans maintenant. J'ai été vendeur dans des boutiques de running pendant 5 ans et ça me permet d'avoir une vision business, produit, stratégie et une passion pour le trail US qu'on décrypte ici sur cette chaîne. Et puis je vous emmène avec moi dans mon parcours d'athlète amateur qui chaque année tente sa chance au tirage au sort de la Western jusqu'à ce qu'un jour on aille tous ensemble à Auburn pour participer à cette course. Donc si tout ça te chauffe, je te laisse liker, t'abonner, mettre un commentaire. Bref, tu connais la chanson, on attaque tout de suite cette vidéo. Quand on parle de trail américain, on parle forcément tout de suite des courses, mais comme je le disais un peu plus tôt, avant de parler des courses, il faut parler des hommes. Et cette fois-ci, on va pas parler d'athlètes, je veux commencer la vidéo par te parler de 3 personnes qui pour moi façonnent le trail US tel qu'on va le connaître demain, et parfois en opposition au modèle européen qu'on connaît avec l'UTMB. Et moi, je trouve que c'est ça qui est cool, d'avoir une sorte de contre-pouvoir qui permet aux coureurs de vivre le trail de manière un petit peu différente de ce que nous on connaît ou de ce que les élites connaissent. Le premier mec dont je veux te parler, c'est Jamil Khoury. Alors Jamil, c'est l'un des premiers youtubeurs de trail que j'avais découvert en 2012 ou 2013. Aujourd'hui, il est PDG d'Aravapai Running. Aravapai Running, c'est le plus gros organisateur de courses américain, en tout cas organisateur de courses de trail. Donc c'est un ancien coureur, alors il court toujours, mais c'est un ancien coureur qui est devenu organisateur et qui façonne le trail tel qu'il est vécu aux États-Unis, notamment en Arizona et dans tous les États limitrophes, plutôt le côté ouest américain. Aujourd'hui, Aravapai, ils organisent, et j'ai compté sur leur site, quasiment 90 courses. C'est stratosphérique. Par comparaison, le circuit UTMB, partout sur la planète, c'est 55 courses, si je me trompe pas. Eux, c'est 90 courses juste dans l'ouest des États-Unis. Ça va du 5 km aux 200 miles. Je sais pas si on se rend compte de la taille de cette organisation. Les plus connus de ces courses, en tout cas chez nous, c'est Black Canyon, le 100 km, et Cocodona, le 250 miles. Donc oui, 250 miles, 430 km, quelque chose comme ça. Et pour moi, c'est un peu les garants de l'esprit trail. Ils ont vraiment compris ce qu'attendent les coureurs, ce qu'attendent les fans. C'est des événements qui sont méga bien organisés, mais qui restent à taille humaine. On peut le voir sur leur site, les logos, l'orga, tout ça, ça fait très trail US tel qu'on le perçoit nous en Europe. Et quand on va là-bas, pour le coup, on vit vraiment cette expérience-là. Il y a du live sur YouTube, il y a des plateaux d'athlètes hyper relevés. Ils organisent aussi Javelina John Red, le 100 miles qui se gagne en 12h15. C'est stratosphérique. Bref, que du bon. Aravapai, c'est vraiment le truc à connaître quand on commence à s'intéresser au trail US. Ensuite, il y a Dylan Bowman, et Dylan Bowman qui est aussi un ancien athlète pro qui a été sponsorisé par North Face, par Red Bull notamment. C'est le côté business du trail, c'est un peu le businessman du trail, notamment du côté des médias. Il est podcasteur, analyste, commentateur, c'est lui qui commente le live de la Western notamment. Il a fondé Free Trail qui est un site internet et on va dire un média, un centre de médias, et clairement c'est la source d'information référente quand tu t'intéresses au trail US. Et ce mec a contribué à faire passer le trail d'un sport de niche, vraiment un peu underground, à une culture médiatique, à un business, quelque chose de structuré, de réfléchi, de raconté. Il fait un taf de fou. Il est à l'origine de TrailCon, qui est une sorte de conférence autour du trail. C'est 2 ou 3 jours de conférence autour du trail qui se passe entre Broken Arrow Sky Race, qui a lieu au bord du lac Tahoe, et la Western States, qui part pas très loin du lac Tahoe également. Donc en fait, pour combler le gap entre ces 2 courses-là, il a créé TrailCon, un événement, comme je le disais, tout autour du trail. Il a aussi créé Fantasy Trail, qui est une sorte de Fantasy League. Je ne sais pas si vous connaissez ça, là où les espèces de jeux qui existent pour le basket, le football américain et le foot tout court, qui permet de constituer son équipe avec des joueurs, et après, en fonction des vrais résultats du week-end, on gagne des points et notre fantasy team
évolue dans le classement, il a fait la même chose pour le trail, où il récompense les meilleurs pronostiqueurs à la fin de l'année. Il a créé aussi Uroy et Troy, donc Uroy Ultra Runner of the Year, Troy Trail Runner of the Year. Il y a un classement avec des journalistes, c'est un peu le ballon d'or du trail aux États-Unis. Pour le moment, c'est très américano-américain, mais c'est hyper intéressant à suivre. Bref, tu l'auras compris, lui, il est très orienté médias et business, et moi, c'est quelqu'un dont je m'inspire beaucoup parce que ses podcasts sont hyper intéressants. On y apprend des choses qui sont très très peu évoquées en France, même si on a 1 ou 2 podcasts qui en parlent. La parole est quand même beaucoup moins libérée, notamment quand on parle d'argent encore aujourd'hui en France. Donc Dylan Bowman, hyper intéressant quand tu t'intéresses aux transferts, aux deals avec les marques et tout. Et le troisième dont je voulais te parler, c'est Tim Tollefson. Tim Tollefson, c'est un athlète. Il a fait podium sur l'UTMB, j'ai plus l'année en tête, ça devait être 2018 ou 2019, sur une édition de Titan. J'ai longtemps pensé que ce serait le premier Américain qui gagnerait l'UTMB. Depuis, il galère un petit peu, il est toujours un peu en quête d'un golden ticket pour reparticiper à la Western, mais il a aussi bifurqué sur un rôle d'organisateur avec Mammoth Trail Festival. Pareil, côte ouest, dans un gros massif américain. Il a organisé pour la première fois l'année dernière un 200 miles pendant ce festival de trail. Et lui, son ambition, même s'il est plutôt pas anti-UTMB, mais un peu contre, même s'il a longtemps participé aux événements, il veut quand même recréer ça un peu de manière indépendante chez lui. Il y a beaucoup de courses, beaucoup de formats différents sur son festival de trail. Et sa vision, j'ai l'impression quand même qu'elle se rapproche un petit peu de ça. Le format 200 miles de Mammoth est tout nouveau. Il a créé la trace avec Sally McRae, qui est une athlète Nike qui est hyper connue aux US. Si vous la connaissez pas, je vous invite à aller voir ses films sur YouTube, notamment Western Times et Mont Blanc, qui ont tous les deux été réalisés par Billy Yang. Pareil, c'est des films un peu fondateurs du trail US, et pour vous renseigner, c'est hyper intéressant d'aller voir ces films-là. À la fin de la vidéo, je vous donnerai peut-être 2-3 autres films à aller checker au fur et à mesure. Mais dans tous les cas, Tim et son événement, ils prennent de plus en plus de place. Et ça, c'est intéressant parce que ça crée une dynamique qui est nouvelle, où on n'a plus forcément un gros organisateur, quelques événements, notamment les 3 grandes classiques dont on va parler bientôt, mais des nouveaux événements qui arrivent et qui bousculent un peu le paysage. Et ça, c'est hyper intéressant parce que le trail aux États-Unis, c'est encore un sport de niche. Ils ont un potentiel stratosphérique, et c'est intéressant de voir plusieurs événements fleurir parce que jusqu'à maintenant, il y avait beaucoup, notamment sur les 100 miles, on va dire Hard Rock, Western, Leadville, qui en fait sont assez limités en termes de nombre de participants. Donc c'est intéressant de voir arriver des plus gros événements avec beaucoup plus de dossards, un peu plus à l'européenne, par rapport à ce qui se pratiquait avant. Donc tu l'as compris, Jamil, Dylan et Tim, ils nous racontent que même si le trail est un sport marginal aux US comparé au basket, au football américain, etc., malgré tout, ils ont une vision business, ils veulent développer ça, ils sont entrepreneurs dans l'âme. Mais avant de développer tout ça, il faut partir de la base, et la base à connaître en trail US, c'est les courses qui en ont fait l'histoire, qui en font la légende et qui continuent de l'écrire. Comme je le disais, la base de la base en trail, c'est les 3 mythiques 100 miles, c'est la Western State, la Hard Rock et le Leadville. 300 miles avec des origines qui sont clairement héritées de l'histoire des États-Unis. Un héritage cowboy et conquête de l'Ouest un peu pour la Western, des héritages miniers pour la Hard Rock et le Leadville qui ont des points communs sur le fait d'avoir été créés pour redynamiser économiquement des villes minières qui ont dépéri suite à l'arrêt de l'exploitation minière justement. Et puis aussi des éléments à dompter, la chaleur pour la Western, la montagne et l'altitude pour la Hard Rock, et l'altitude et la route pour le Leadville, parce que Leadville, il y a quand même des grosses portions de route, donc c'est vraiment un 100 miles un peu à part. Je rentre pas trop en détail sur ces courses, j'ai déjà fait une vidéo sur la Hard Rock, on aura l'occasion de reparler de la Western et du Leadville au courant de l'année, c'est sûr et certain. Mais je vous laisse me dire en commentaire si vous connaissiez déjà le Leadville 100, si ça vous intéresse d'en savoir plus. J'en ferai peut-être une vidéo, c'est une course qui a lieu en août, si je me trompe pas, un petit peu avant l'UTMB, donc ça peut être intéressant d'en parler dans une période où il y a un peu moins de courses en Europe. Ensuite, il y a les courses qui façonnent un peu la saison, qui sont des rendez-vous dans la saison, de par leur densité de coureurs, de par leur placement dans le calendrier, ou par le fait qu'elles délivrent des tickets pour la Western. La première, dans l'ordre en fait de, on va dire, délivrance des tickets, c'est la Javelina John Drudd. C'est le 100 miles, je pense, le plus roulant des États-Unis. Il me semble que sur 160 km, il y a quelque chose comme 1500 de dénivelé, donc tu vois, c'est
400 mètres de dénivelé pour 40 km. C'est à peine plus que le marathon de Paris, donc c'est très, très roulant. Ça se gagne sur des vitesses qui sont stratosphériques et ça a lieu pas très loin d'Halloween. Donc en fait, c'est en N-1, entre guillemets. La course a eu lieu en fin 2025, mais elle délivre le ticket pour la Western 2026. Ça donne une indication des forces en présence et des coureurs qui vont être bons l'année suivante. Mais là, on commence vraiment à avoir des fortes indications sur qui a passé un hiver studieux, qui arrive fort et qui veut faire un gros truc sur la Western. C'est vraiment à Black Canyon. Black Canyon, forcément, j'y ai participé l'année dernière, donc c'est un peu ma course chouchou, mais ça l'était aussi à l'époque parce que elle est en début de saison, premier week-end ou deuxième week-end de février. Cette année, c'est le 14 et 15 février. C'est organisé par Avapai Running, comme le Javelina 100 d'ailleurs. C'est le 100 km de rentrée. Cette année, le plateau est stratosphérique parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui sont déjà qualifiés pour la Western parce qu'ils ont fait top 10 l'année dernière, qui vont quand même à Black Canyon pour fighter, notamment Francesco Pupi, Hans Stroyer. Je pense, vu le bloc de prépa qu'il a fait avec Francesco Pupi, que Jim Wamsley, même si je suis pas sûr qu'il soit dans la start list, va courir. Bref, ça va être un carnage. Je pense que on peut voir une course se gagner sous les 7 heures, ce qui serait un chrono hallucinant. Moi, j'ai du mal à comprendre comment ils font pour aller aussi vite. Mais en tout cas, c'est le rendez-vous le plus excitant du début d'année. Il y a un live. Ça va hyper vite, c'est assez agréable à regarder, c'est au milieu du désert, c'est des grandes sections roulantes, je la recommande. Vous trouverez facilement un live sur YouTube, je pense, et avec le décalage horaire, ça doit se faire quand même à surveiller, mais ça doit se faire. Ensuite, dans le calendrier, il y a Canyons by UTMB. Ça, Canyons, ça arrive en avril. Et c'est aussi Golden Ticket, puisqu'en fait, la Western States fait partie du circuit UTMB, même si elle n'a pas le petit by UTMB à la fin. Il y a beaucoup de courses by UTMB qui sont qualificatives pour la Western, et celle-là, elle est d'autant plus qu'elle délivre des Golden Tickets. C'est sur le parcours de la Western. En gros, sur le 100 km, ils font 50 km depuis le point d'arrivée de la Western, ils remontent le parcours sur 50 km, puis ils redescendent sur 50 km. C'est un peu moins intéressant culturellement parce qu'en fait, elle n'a pas d'emprise historique. Par contre, elle est bien passée dans le calendrier puisque c'est les dernières courses qui délivrent du Golden Ticket. C'est un peu un test grandeur nature pour ceux qui veulent se qualifier un peu last minute ou pour ceux qui sont déjà qualifiés. Donc on a vu des grosses perfs, notamment l'année dernière déjà, Francesco Pupi qui avait gagné un Golden Ticket et qui l'avait refusé. Et franchement, un petit peu comme Javelina, c'est un peu le plan. Si d'ici 4-5 ans, j'ai toujours pas été tiré au sort à la Western, c'est peut-être une option d'aller courir un 100K aux États-Unis parce que c'est sur le parcours de la Western, parce que c'est un peu dans le même coin, c'est sur la côte ouest, c'est sympa. En avril, il fait déjà bien beau. Donc ça peut être une option cool. Et en plus, c'est une option qui est un peu plus facile d'accès que d'autres courses aux États-Unis parce que il n'y a pas de tirage au sort pour s'inscrire. Je pense que c'est plutôt accessible. Avant d'entamer la dernière partie et de discuter de ce qui m'intéresse le plus, on va parler un peu de trail court parce que oui, étonnamment, le trail, c'est pas que l'ultra. Ouais, je sais, c'est bizarre. Niveau trail court, ils ont aussi des courses qui sont bien stylées, notamment la plus connue qui est le Pikes Peak Marathon. 2-3 chiffres qui vont rapidement te faire comprendre pourquoi c'est la plus mythique. 42,2 km, aller-retour, 2400 mètres de dénivelé, point culminant, 4000 mètres d'altitude. C'est un délire. Pendant longtemps, le record était... D'ailleurs, le record de l'aller-retour est toujours détenu par Matt Carpenter, qui avait aussi le record du Leadville jusqu'à 2024. Il a perdu le record de la montée sur Rémi Bonnet l'année dernière, il me semble. Mais il a toujours le record de l'aller-retour que Kilian n'avait pas réussi à prendre. C'est dire le niveau de performance d'un mec qui courait, je crois, à l'époque en fila ou quelque chose comme ça. Donc, et ça date des années 90. Hein. C'est vraiment un truc de fou. 93, le record, 3h16. Je sais pas si on se rend compte du truc stratosphérique. Bref, Pikes Peak Marathon, hyper cool. Je crois que c'était Golden Trail Series l'année dernière et que c'est pour ça que Rémi Bonnet y allait. Je veux pas dire de bêtises, j'avoue que c'est un circuit qui m'intéresse un peu moins que les autres, donc j'ai peur de dire des bêtises, mais il me semble que c'était Golden Trail Series. Ensuite, en 50K, l'un des plus connus, c'est le Speed Goat, qui pendant longtemps était la course à suivre. Maintenant, elle fait aussi partie du circuit UTMB. Je crois que c'est 50 km et 3400 de dénivelé. Et il y a des noms au palmarès que tout le monde connaît, même si ça a un peu perdu en densité ces dernières années. Mais au milieu des années 2010, début des années 2010, c'était vraiment une grosse course. Et globalement, pour vous citer quelques noms qui ont gagné ces dernières années, il y a quand même David Sinclair qui a fait 2 à la CCC et puis qui a gagné plusieurs fois le Speed Goat 50K, dont 2024.
Adam Peterman en 2021, Jim Walmsley en 2017, et 2 podiums pour Tim Tollefson dont on parlait plus tôt en 2017 et 2018. À noter qu'il y a un format 28 km pour ceux qui veulent faire du trail vraiment en cours et qui sont par là-bas pour les vacances. Ça peut être l'occasion. Alors évidemment, il y a plein de petits trails locaux que vous pouvez courir si vous partez en vacances aux États-Unis. Là, je vous parle vraiment des plus connus et des plus mythiques, mais il y en a plein certainement à trouver. Et pour ça, petite astuce, la première déjà, c'est d'aller voir le site d'Aravapai Running, parce que Aravapai, comme je le disais, ils organisent 90 courses. Si vous êtes dans l'ouest des États-Unis, il y a forcément une course à moins de 4 heures. Ils en ont plusieurs par week-end et tout, donc c'est une bonne option pour essayer de trouver une course. Sinon, c'est sur ultrasignup.com. Et là, globalement, vous allez pouvoir retrouver toutes les courses, chercher par date, etc. Donc, pour pouvoir trouver une course aux États-Unis, c'est ça qu'il faut faire. Et enfin, pour terminer sur le sujet du trail court, on était obligé de parler de Broken Arrow Sky Race. Je l'ai mentionné un petit peu parce qu'elle est juste avant la Western. Elle est intéressante pour plusieurs points. Le premier, c'est que c'est la course qui ressemble le plus à une course qu'on peut trouver en Europe. Il y a un 11, un 18, un 23 et un 46 km. C'est dans une station de ski sur les contreforts du lac Tao. Le paysage est incroyable. Et cette année, ils ont annoncé un gros partenariat avec ACG, qui est la marque trail de Nike. On parle même plus de Nike Trail ou même de Nike, on parle d'ACG. Ils ont annoncé un gros partenariat avec Broken Arrow Sky Race. Il me semble que le prize money pour le vainqueur est à $30 000, donc on va voir si ça attire des grands noms ou pas. Mais ils ont annoncé des fan zones, beaucoup d'activations sur 4 jours de festival, donc ça va vraiment ressembler à ce que nous, on connaît en Europe. Et comme je le disais, ce qui est intéressant avec cette course, si jamais vous êtes en vacances l'été aux États-Unis sur la côte ouest, ça peut être intéressant d'y aller pour courir un des petits formats. Et en fait, c'est 10 jours avant la Western, c'est à peu près dans le même coin, donc ça peut permettre d'aller voir la Western en tant que supporter et tout, donc ça peut mêler entre guillemets l'utile à l'agréable. Après, j'avoue que c'est vraiment symptomatique de ce qui est en train de devenir le trail aux États-Unis, vraiment un truc de business. Et ce truc de business qui est illustré par Broken Arrow Sky Race ou par TrailCon, qui est le festival dont on a parlé un peu plus tôt, ça s'illustre aussi par un nouveau truc, le début d'une nouvelle ère, entre guillemets, aux États-Unis. Et ça, c'est l'ère des 200 miles. Et c'est ce dont on va parler pour conclure la vidéo. Le 200 miles, c'est pour moi la future étape du trail. Les Américains sont très en avance là-dessus. Il y a notamment 3 gros événements majeurs de la saison qui sont sur 200 miles. Le premier, c'est Cocodona 250. Il y a Moab 240 et Mammoth, j'en ai parlé un peu plus tôt, 200. Donc vous voyez, de 200 miles à 250 miles. Donc ça commence à faire des bornes, on parle de plus de 400 km pour les plus longues. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, c'est à la frontière de 2 mondes qui passionnent les Américains. Le premier, c'est le trail, le 100 miles, qui est vraiment, on va dire, à son apogée. Et le deuxième, c'est la longue randonnée et ce qu'ils appellent les FKT, qui se développent énormément aux États-Unis et qui passionnent les Américains, notamment avec l'Appalachian Trail, avec le John Muir Trail, tous ces trucs-là. Quand les mecs battent ou les femmes d'ailleurs, parce que l'Appalachian Trail, c'est Tara Dower qui a le record, en une quarantaine de jours, il me semble. Quand les records sont battus, les athlètes, ils font des late shows, des morning shows, ils passent dans des énormes émissions populaires pour parler de leur exploit, ils sortent des livres, etc. C'est un truc qui passionne les Américains. Il y a beaucoup d'Américains qui font des moments de césure après leurs études pour aller faire ces longues randonnées, un petit peu comme nous, notre GR20 en Corse. Et du coup, le 200 miles, c'est à la rencontre de ces deux mondes parce que, on va pas se mentir, pour faire 400 km, tu les trottines pas tout le long, donc la plupart des gens marchent. Pour vous donner une idée, Cocodona 250, c'est le 200 miles et plus le plus compétitif. Ça se gagne l'année dernière en 58 heures. C'est Dan Green qui a signé dans la foulée chez Salomon qui l'a gagné. 124 heures pour le dernier, donc quasiment 6 jours. Je sais pas si on se rend compte, c'est 6 jours dehors quand même. C'est vraiment un truc de fou. Ça mêle tout un tas de profils un peu hybrides, comme je l'ai dit, entre la randonnée, le trail, le FKT. Et Cocodona, pour moi, c'est l'événement qui va devenir le rendez-vous mondial du 200 miles, un peu comme le Thor en Europe. Il y a un film qui est hyper intéressant sur l'édition 2024, il me semble, qui s'appelle The Chase. Allez le voir, franchement, ça va vous permettre de vous rendre compte de ce que sont ce genre d'épreuves. Ensuite, il y a Moab 240. Ça, c'est de l'endurance pure parce que c'est très roulant, c'est globalement dans le désert. Il y a quelques bosses, mais vraiment, ça court beaucoup. C'est une course que je connais un peu moins, mais qui est hyper intéressante, qui a beaucoup percé ces dernières années parce que Max Jolliffe en a fait un film, King of Moab, qui est juste incroyable. Regardez-le, il est sur YouTube. Allez le voir, il est vraiment super. Mais c'est un peu moins dense, c'est un peu moins intéressant d'un point de vue compète, donc
J'aurais pas grand-chose à vous en dire de plus. Et ensuite, il y a Mammoth 200, qui est un peu le nouveau venu, qui s'intègre dans un plus grand festival, comme je l'ai dit. Et ça, c'est intéressant parce que ça va venir mettre de la densité. Et c'est pas du tout au même moment de la saison. Mammoth, c'est plus tard dans la saison, alors que les deux autres sont assez collés. Donc, ça peut être intéressant le jour où il va y avoir un circuit, entre guillemets, des 200 miles, de pouvoir faire Cocodona en juin ou juillet, et puis Mammoth en fin de saison. À mon avis, c'est les deux rendez-vous qui risquent de tirer leur épingle du jeu. Et l'essor des 200 miles, ça nous raconte des trucs sur le trail. Ça nous raconte que déjà, c'est un vrai business. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et puis aussi, c'est un peu la bataille entre deux gros acteurs du trail US. Le premier, c'est Destination Trail, qui est un organisateur qui va organiser Tao 200, qui organise quasiment que des 200. Tao 200, Bigfoot 200, Moab 240, Arizona Monster 300 miles. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie, plus de 500 km. Eux, ils organisent beaucoup leur communication autour de l'aventure, du dépassement. Ils font la triple couronne des 200, donc tu peux faire 3 200 la même saison, ils sont espacés de 2 mois chacun. C'est un truc de fou. Le côté business, c'est aussi le prix des dossards, c'est quasiment $3000 pour une course. Donc je te laisse imaginer le prix de la triple couronne. Et eux, ils ont l'air de vouloir jouer leur carte à eux. Malheureusement, ils transmettent pas leurs résultats à l'UTMB Index. Donc en fait, on a du mal à se rendre compte vraiment des performances. Là, le mec qui gagne la triple couronne cette année, c'est un mec qui cote 550 par exemple. Donc c'est pas non plus dingue, hein, c'est un peu moins que ma cote à moi. Et en fait, il n'y a pas trop de densité pour pouvoir se rendre compte du niveau, parce que ce qui va être intéressant, c'est de voir quand les coureurs, comme un peu ce que François Daen a commencé à faire en allant faire le Thor, quand des gros coureurs de 100 miles vont aller sur le 200, parce que physiologiquement, il n'y a pas beaucoup de différence pour ces grands coureurs-là. Et en fait, on voit que Cocodona, ce qui se gagne en 58 heures, si Jimmy va, il gagne en 48, quoi. Il peut raboter le record de 10 heures. Donc ça va être intéressant de voir l'évolution de tout ça. Et puis le deuxième acteur aussi dont je parlais, qui est un peu en bisbille avec... enfin, ils sont pas en bisbille, mais qui est un peu en opposition avec Destination Trail, c'est Arabapai, avec Cocodona. Et là, pour le coup, ça joue à mort le jeu de la retransmission live sur YouTube, de la confrontation entre les athlètes, de la performance, ce qui est pas du tout l'axe de communication choisi par Destination Trail. Donc c'est hyper intéressant de voir cette opposition de genre. Et comme je le disais, le 200 miles, c'est vraiment le cheval de Troie du business dans le trail aux États-Unis, parce que, comme je le disais, c'est à la rencontre de plusieurs mondes, donc du coup, ça attire beaucoup de gens au trail, des gens qui sont pas forcément équipés et qui doivent du coup s'équiper et dépenser beaucoup d'argent. C'est des dossards qui coûtent beaucoup d'argent, et surtout, c'est des courses qui durent très longtemps. Donc quand on fait un live sur YouTube pendant 5 jours, on peut vendre de l'espace pub pendant 5 jours. Il y a peut-être 30 ravitaillements qu'on peut vendre à des marques. On a vu Satisfy sponsoriser des ravitaillements sur les courses à Arabapai de manière très régulière. Donc, c'est un vrai business. Et pour les marques, c'est hyper intéressant parce que ça permet de raconter des histoires de fous qui peuvent plus raconter sur 100 miles. Parce que quand tu as un athlète de haut niveau, que tu es une marque et que tu as un athlète de haut niveau, que tu vas sur l'UTMB, la seule histoire que tu as à raconter, c'est est-ce qu'il va battre les autres et est-ce qu'il va faire le chrono qu'il avait prévu qu'il allait faire. Au mieux, entre guillemets, ça se passe mal et tu as une autre histoire à raconter, mais à part la perf, t'as rien d'autre à raconter, alors que sur 200 miles, même le premier, il vit des trucs que les athlètes de haut niveau vivent pas sur 100 miles. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et moi, je suis persuadé que ces 200 miles, ce format-là, on va le voir de plus en plus en France. Alors, il y a plein de difficultés pour ça. Je sais qu'il y en a un pendant le Volvic VVX de 200 miles, et ça doit pouvoir marcher parce que l'Auvergne, c'est l'un des plus grands départements de France. On doit pouvoir en faire un quelque part dans le Vercors parce qu'on reste en Isère, mais en fait, je pense que d'un point de vue organisation, quand on switch de département, ça doit être un peu galère, quoi. Et puis ça doit être aussi galère d'en faire qu'il soit pas trop dur, parce que si tu balances que des trucs comme le Thor, c'est pas comme ça que tu vas attirer les gens qui ont fait beaucoup de 100 miles à basculer sur 200, parce que le Thor, c'est quand même un sacré morceau. Tu passes de 2 jours à quasiment 5-6 jours dehors, donc pour des amateurs, j'entends. Donc le gap est haut, mais si tu arrives à faire des courses un peu plus roulantes, un peu mieux organisées et tout, je pense que ça va vraiment être l'étape supérieure du trail. En tout cas, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir comment les médias vont le raconter. Et je suis pas sûr que ce soit uniquement dû à un peu ce truc de toujours plus qui est un peu impacté par les réseaux, où
Avant, faire un marathon, c'était un truc exceptionnel. Aujourd'hui, faire un marathon, c'est un truc un peu normal. En tout cas, ça a été bien banalisé. Donc moi, je pense que c'est vraiment une question de liberté et de changement parce que, comme je le disais, c'est des formats hybrides, c'est vraiment différent et il n'y a aucune activité aujourd'hui qui nous permette de nous concentrer aussi longtemps sur une seule tâche. On est de plus en plus polyvalent. Dans le boulot, on doit savoir faire de plus en plus de choses. On regarde la télé en étant sur notre téléphone. On fait toujours 1000 trucs à la fois et notre cerveau est sollicité en permanence. Et en fait, moi, ce que je trouve dans l'ultra sur une courte période de temps, c'est-à-dire ce truc d'être concentré à une seule tâche qui est de mettre un pied devant l'autre le plus vite possible, et ben sur 100 miles, tu l'as pendant 20 à 45 heures, on va dire. Et sur 200, tu peux l'avoir pendant 5 jours. Ça, c'est des trucs qu'on fait plus, et je pense que ce rappelle un truc un peu primitif de déplacement. On l'a plus dans notre société moderne, et je pense que ça fait appel à des trucs vraiment profonds chez l'humain, et que c'est pour ça que le trail se développe comme il se développe. En tout cas, dans beaucoup de domaines, les États-Unis sont comme un laboratoire. Le trail ne fait pas exception. Les formats, les distances, les modèles économiques, les profils des athlètes, tout ça, ça va ruisseler chez nous. Et j'ai aucun doute que ce qui fonctionne là-bas aujourd'hui va fonctionner chez nous dans les 2 à 3 ans. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu penses que le 200 miles va arriver massivement en Europe? Est-ce que le trail va finir par s'éloigner du modèle UTMB? Dis-moi en commentaire quelle course américaine tu suis. Like la vidéo si elle t'a aidé à mieux comprendre le trail US et le trail de demain. Abonne-toi si tu veux continuer à explorer tout ça avec moi. Je te dis merci pour l'écoute. Ciao.